va laisser la parole à Antonio Azuela, qui vient du Mexique, qui est professeur à l'Université nationale autonome du Mexique. Antonio est juriste, mais il a développé un travail depuis des années qui tient beaucoup de la sociologie juridique, on va dire. Et il va nous parler d'un sujet extrêmement intéressant qui est celui des ejidos mexicains, produits de la réforme agraire, et qui sont des formes combinant commun et possession individuelle. Voilà. Je te laisse la parole. Donc 45 minutes à peu près. Et puis on se ménage une demi-heure de débat. Oui. Bonjour. Merci beaucoup à Eric pour l'invitation. Et je dois commencer par dire que je viens pas de champ de rural, de l'agriculture, mais de l'urbanisme. Je suis intéressé sur les questions du territoire à partir de l'urbain. Et la recherche que de laquelle je veux parler maintenant, c'est surtout pour la curiosité de l'urbanisation du rural. Et je vais expliquer. Je m'excuse pour cette présentation de type karaoké, puisque c'est pour mon français qui est terrible, que j'ai besoin de ce type d'aide. Alors, le plan, c'est parler de l'ejido comme une forme de propriété issue de la Révolution mexicaine, qui est remarquablement permanente. Et la stabilité de cette forme de propriété est vraiment remarquable, et je crois que penser les conditions spécifiques de cette permanence peut être importante pour des études comparées avec des autres contextes. Je m'intéresse surtout sur l'urbanisation du monde rural. Par ça, je ne veux pas dire la croissance des grandes villes sur le terrain, sur la périphérie urbaine, mais la transformation de la vie rurale par l'introduction des services publics. Je crois que c'est une transformation qui change la signification de la propriété rurale même. Aussi, je veux parler du risque de la privatisation par la communauté, puisque généralement, il y a une opposition entre propriété privée comme une forme d'exclusion, privatisation, il y a beaucoup de modalités de privatisation comme une forme d'exclusion, mais il y a aussi des phénomènes d'exclusion par la communauté, et je crois que ça, c'est une question importante à considérer quand on étudie ce type de forme de propriété. Et finalement, je vais parler de l'importance des définitions juridiques à partir de la discussion qu'il y avait après la présentation de Marie Melek lundi sur l'importance du droit. Dans un contexte où l'état de droit est faible, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas d'application pleine de la loi, il y a un incumplimiento, comme on dirait. Mise en application. Même quand la loi n'est pas respectée, elle est importante. Et pourquoi? C'est un peu ce paradoxe. Alors, je crois qu'il y a maintenant deux formes de différents regards sur la propriété communale. Le néo-institutionnalisme de Lina Rostrom, qui est très, très important aujourd'hui, qui met l'accent sur les règles, la coopération, et qui vient du paradigme de rational choice, et qui est une école très forte. À mon avis, il y a beaucoup de limitations pour comprendre la complexité de ces arrangements. Et il y a aussi un côté plus affectif, de sympathie pour le commun, comme une forme
inclusion sociale par excellence. Il y a une dimension très rationnelle et une dimension très affective au regard de la propriété commune. Je crois qu'il y a un troisième regard qui c'est de considérer la complexité territoriale, géographique des relations sociales. Bon, au Mexique, la réforme agraire mexicaine qui a commencé en 1915, avant la guerre civile avait été terminée. Depuis cette année-là, on a eu 8 décennies d'une espèce de tension entre deux formes de propriété. La grande propriété, le latifundio, qui est menacée par la réforme agraire. L'idée, c'est de distribuer la grande propriété. Et l'éjido, qui est devenu la forme d'accès des paysans à la propriété. Et évidemment, il y avait une tension entre les deux formes de propriété. L'éjido est devenu un symbole de la légitimité de l'État post-révolutionnaire. Je commence par remarquer cette tension, puisque maintenant, ce que je vois, c'est qu'en fois de la tension, il y a la mutuel renforcement de ces deux formes de propriété après les réformes néolibérales. Le mot ejido vient du latin exitus, c'est le terme qui est à la sortie d'un village. C'est ça le Moyen-Âge en Espagne. Cette idée existe au Mexique depuis la conquête. Mais le mot a été transformé dans la période révolutionnaire, au XXe siècle. Et maintenant, ejido, c'est la corporation même. C'est la personne morale, la personne juridique, collective, qui a la propriété de la terre. Alors, ejidatario, c'est le membre de cette communauté. Et le régime de propriété jusqu'à la réforme néolibérale de 92 était ce qu'on appelait les 3 Is, inaliénable, inembargable, inaccessible. J'étais très étonné de savoir qu'en France, il y a la même expression pour la propriété publique. Pour le Mexique, ça c'est important, puisque dans la mythologie de l'État post-révolutionnaire, l'éjido c'est une invention mexicaine. C'est une forme de maintenir les anciennes propriétés communaux de la période préhispanique. Et surtout l'idée de être inembargable, inaliénable et inaccessible, ça paraît comme une invention mexicaine, quand apparemment il y a une circulation internationale d'idées juridiques, et je suis très intéressé à reconstruire d'où viennent des idées juridiques. Le résultat de la réforme agraire, c'est la création de 30 000 ejidos, plus ou moins, qui couvrent 52% du territoire national. Alors c'est une réforme agraire vraiment d'une grande portée et remarquablement permanente. La loi prévoit de 3 types de terres dans chaque ejido. Le terre pour le village, l'assentamiento humain ou zone d'urbanisation. Le terre qui est parcellé, qui est accordé individuellement pour chaque ejidatario, et des terres d'usage commun.
Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, il y a les trois éléments, puisque une de ces trois éléments peut manquer, mais en général, c'est ça la structure d'un ejido. Je vais parler surtout de la zone d'urbanisation ejidale, de le village même. Cette image-là, c'est d'une publication officielle des années 50, sur laquelle je vais revenir, qui était l'image idéale d'une communauté ejidale. Hein? Il y avait la planification urbaine, il y avait l'idée d'avoir des villages avec tous les services. Mais je veux dire qu'au début de la réforme agraire, il y avait une idée d'égalité. Qui sont les ayants droit de la réforme agraire? Ce sont tous les personnes qui ont perdu cette terre par une expropriation dans les années, la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, il y avait un droit à la restitution des terres que les personnes avaient perdues. Mais surtout, la terre était pour n'importe quoi, personne qui a besoin de la terre. Les pueblos qui n'ont pas assez de terre ont le droit à une dotation de terre et de sol. Alors, dans le pueblo, l'idée était que tous les habitants d'un pueblo, d'un village, il y avait une catégorie politique, avant le droit à l'accès à la propriété. Mais plus tard, il apparaît une distinction entre les ejidatarios, les membres de l'ejido, et les avecindados. L'avecindado, c'est quelqu'un qui habite le village, mais qui ne fait pas partie de l'ejido. Et quand on étudie le droit agraire, le maître nous disait, non, l'avecindado, c'est comme le perruquier, non, le peluquero. Comme le coiffeur. Le coiffeur, une personne qui fait un métier, un travail non agricole, qui c'est important pour la communauté le reçoit, mais il n'a pas le même droit. Il n'a pas le droit à l'accès à la terre agricole. Il n'a pas le droit, il a le droit d'habiter un morceau de terre dans le village. Mais il y a une première distinction. Troisième distinction, les possessionarios, qui sont une invention de la législation de 92, 92 sur laquelle je vais revenir après. Alors, typiquement, une région comme Los Tuxtlas, qui est une région qu'Éric connaît très très bien, on a une combinaison comme ça de ejidos en gris, de villes, le lac, le golfe de Mexique. Ça peut vous donner une idée de la structure. Tous les restes sont propriétés privées. Les ejidos sont de différentes extensions. Ça peut vous donner une idée. Alors, la réforme néolibérale a déclenché un débat très très intense sur le problème de l'inaliénabilité. Puisque l'idée était de libérer le marché. Dans ce contexte-là, il ne faut pas expliquer beaucoup la vague internationale pour la libération de terre. Et la fin de l'inaliénabilité, c'est une question très, très fortement critiquée pour la Roche, en général, et ça était une forme de privatisation qui va conduire à la concentration de la terre.
Il y avait l'idée que le paysan mexicain est facile de engañar, comme on dit, de tromper, et que la grande propriété va détruire l'éjido. Mais en fait, ça n'a pas passé. 20 ans après, l'éjido, pas seulement, il n'y a pas disparu, il y a beaucoup, il y a plus de terre éjido 20 ans après. Et pourquoi? Alors, si on voit la littérature, il y a deux types de demandes. Les économistes qui se demandent autour les transactions de terre, et un regard plus sociologique, plus ambitieux, de comprendre la complexité territoriale, surtout, de la propriété. Les travaux d'Éric Léonard, de Patrice Mellet, d'Emilia Velázquez et beaucoup de gens ont montré qu'il y a des relations de pouvoir qui sont importantes et qui soutiennent l'institution comme telle. Ce n'est pas seulement l'idée d'avoir le droit à vendre, c'est tout un complexe de relations dans lequel la corporation a devenu une source de pouvoir. Moi, j'étais très intéressé à examiner l'urbanisation comme une source, comme une nouvelle source de pouvoir pour la corporation égidale. La combinaison de croissance de la population et de création de services publics qui change la vie rurale, à un point que ceux qui contrôlent le service public ont une forme de pouvoir qui est différente à la propriété seulement pour la production agricole. Alors, typiquement, un village, maintenant, c'est comme ça. Si on voit le mural de Diego Rivera ou toute l'iconographie de la Révolution, il était l'Indien avec le chapeau, le sombrero, toute une imaginerie. En réalité, une sorte d'urbanisation égidale, ça va comme ça. C'est complètement différent. Alors, j'ai fait en 1994 une étude de 20 villages dans ces régions de Los Tuxtlas, et j'ai demandé comment est-ce que les différents services publics ont arrivé à chaque communauté. Alors, on voit que dans les années 50, il n'y avait pas d'électricité, presque rien. L'électricité, de l'eau potable, de l'alumbrado public, c'est l'éclairage. L'éclairage public. Et pour les années 90, presque toutes les communautés ont ces services. Et le même avec l'éducation. Il y a le nombre de communautés qui ont un lycée, l'équivalent, c'est important dans ces périodes-là. Ce que j'ai pu constater, c'est que ce sont les autorités de l'éjido, ce sont les ejidatarios qui contrôlent ces services publics. Il y a une division entre ejidatarios et vecindados, et c'est l'Assemblée des ejidatarios qui a arrivé à établir les services. C'est un apprentissage de gestion devant les autorités, d'obtention de l'argent, de l'appui, de la coopération, même un système fiscal. Et les avecindados sont systématiquement exclus des décisions. Il y avait des cas, l'organisation de pères de famille dans l'école, dans laquelle
les ejidatarios, l'organisation était contrôlée par les ejidatarios qui n'avaient pas des enfants à l'école, pour l'âge. Alors, tous les parents des vrais élèves étaient exclus de l'organisation de pères de famille. Juste pour vous donner un exemple. Et en même temps, l'autorité municipale est faible et aussi exclue. La Constitution mexicaine déclare que les services publics et les services urbains sont la responsabilité de l'autorité municipale, mais l'autorité municipale est très faible, elle a à peine de façon de gérer les services publics dans les villes, et le monde rural, c'est le monde des ejidos. Alors, c'est vrai que l'ejido a devenu un 4e niveau de gouvernement. Et pas seulement une forme de propriété. Et ce type de transformation, ça, qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de différences entre les régions au Mexique, puisque la structure agraire s'est vraiment diversifiée à travers le pays, mais on peut dire en général qu'il y a une démocratie des propriétaires. Ces photos-là, c'est la porte de salon de réunion d'un ejido, et on a Emiliano Zapata à gauche, et à droite, 412 ejidatarios. Ça veut dire, c'est numerus clausus. Cette ville, Las Vigas, a 10 000 habitants. Alors la vie, tous les services de ces villes est contrôlé par une minorité. J'ai revenu il y a 2 ans que je suis à la région pour voir qu'est-ce qui a passé après 2 décennies de la réforme néolibérale. Et je trouve que les tensions entre ejidatarios et avecindados, c'est toujours là. Non? Par exemple, c'est le cimetière. Ejidal, il disait Panthéon, Ejidal, et il y a quelqu'un qui est venu à... Hein? Il y a toujours des tensions autour de quelques services publics. Et le municipio a commencé à contrôler, puisqu'il y a l'impôt prédial. L'impôt sur la propriété a commencé, le municipio, l'autorité municipale a commencé à charger, et il y a une nouvelle relation entre le village et le municipio qui commence à avoir une présence dans ces communautés, sauf sur la question de l'eau. Alors, je commençais à étudier là comment est-ce que c'est la gestion de l'eau pour les maisons, pas pour la production agricole. OK? Alors, j'ai fait une enquête, 30 communautés sur l'eau. Et le plus important, c'est là le changement de mode de vie qui vient avec l'introduction d'un système de distribution d'eau. L'acarreo, ça veut dire le portage de l'eau de la source à la maison était une chose. Bon, ça fait partie de la tradition rurale partout. Non. Mais quand ça change, quand on a la robinet à la maison, la société est neutre. Pour les femmes, c'est une chose très importante. Et bien sûr, il y a toute une discussion
sur les implications environnementales de ça, puisque subitement, on a des mouvements d'eau qui ont des problèmes environnementaux. Et il y a ces côtés, je ne vais pas parler de ça, mais je m'intéresse sur la... ce que je dis, c'est un nouveau ordre moral. Qu'est-ce que c'est acceptable comme mode de vie? Maintenant, quand on voit ce que la communauté manque, l'eau, c'est une question. S'il n'y a pas de l'eau courante au niveau de la maison, il y a un problème. C'est moralement inacceptable qu'il n'y a pas de l'eau à la maison. Même l'armée zapatista, en 1994, une des demandes était de services publics, partout. Alors, c'est pas trivial, le change. La même publication que je montrais avant, des années 50, qui présentait le rêve de la justice sociale, du service pour tous, n'était pas l'eau dans chaque maison. Ça, c'est un hydrante public. Alors, l'idée d'avoir l'eau dedans chaque maison, c'est une transformation très, très importante, je pense. Dans la longue durée, je crois que c'est une autre mode de vie, une autre idée de la dignité d'une vie avec le minimum de bien-être, de bien-être. Alors, j'étudie 30 villages dans la même région. C'est content parce que même si c'est une région très pauvre, c'est très très pauvre, dans tous les villages, il y a un système de captation, il y a un système pour distribuer l'eau à chaque maison. Quand il n'y a pas, il y a un problème. Alors, les autorités municipales ont fait l'intento, on essayait d'intervenir sur les villages pour contrôler les services d'eau. Et tous les villages ont réussi à maintenir l'autorité municipale hors le village. Et le langage est très, très intéressant. Il parle d'indépendance. Et quand il parle de le contrôle municipal de l'eau, il dit que c'est une forme de privatisation. Le municipio, c'est l'autorité publique, mais dans le langage de paysans, c'est une forme de privatisation. Pourquoi? Puisqu'ils vont charger beaucoup plus que la coopération informelle chaque village peut. Il sont des systèmes informels, mais une chose que je constate est que les avecindados commencent à participer dans ces gestions. C'est pas plus un système d'exclusion, mais les avecindados commencent à participer et on voit une transformation là. Enfin, il y a tout différents arrangements. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une région très humide, même aussi, 3 de chaque 10 communautés ont besoin d'amener l'eau d'ailleurs.
Et alors, il y a transactions entre ejidos, quelquefois pour un paiement, et quelquefois pour une transaction informale de différents types, différents arrangements. Et puis, il y a un système qui s'impose sur tout ce système informel, c'est la ville de Catemaco qui veut amener eau d'une source distante. Et il y a beaucoup de conflits, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Alors, ma propre interprétation de ça est que l'introduction de services a changé la signification de ce système de propriété. Il y a une base matérielle qui resignifie l'ejido. Je crois qu'on peut amener les idées de la sociologie urbaine des années 70, l'idée de reproduction sociale. Hein. Oui, j'avais après Henri Lefebvre qui parlait de l'urbanisation du rural. Hein. Il y avait la discussion dans la sociologie urbaine qui était très dogmatique sur la notion que ce qui distingue l'urbain, c'est la reproduction. Hein? Pas la production. Il y a le monde de la production et le monde de la reproduction sont séparés. Et c'est ça que je vois ici. La reproduction de la société, c'est une affaire complètement différente de la société, de la production. Quand on voit une assemblée, la discussion, c'est la gestion de village, pas la gestion de la production rurale. Bon, mais en général, ce qu'on peut constater à la longue durée, avec l'ejido, le XXe siècle, que d'être une forme mécanisme d'accès à la propriété a devenu une forme d'exclusion. D'exclusion avec toutes ces nuances qu'il faut voir sur le terrain. Ce n'est pas une exclusion qui se dérive de la nature du système de propriété, mais des conditions politiques, territoriales très spécifiques. Et surtout, que l'antagonisme entre l'ejido et la propriété privée est fini. Et maintenant, il y a un renforcement mutuel. Je crois que c'est un signe de l'ère néolibérale que la protection de la propriété privée et la protection de la propriété ejidale, c'est le même. Et on assiste à un affaiblissement de l'État en général. Il y a beaucoup de choses à dire à ce regard. La façon comme l'ejido et les propriétés privées ont résisté le pouvoir d'expropriation de l'État dans beaucoup de cas. C'est très intéressant, puisque quand il y a un grand projet, un aéroport, des voiries, et la défense des droits de propriété, c'est la même. Le juge, il y a une tendance à protéger le propriétaire, n'importe si c'est ejido ou propriété privée. Alors il y a un affaiblissement de l'État qui, quelquefois, c'est difficile de faire un aéroport. Il y a aussi des considérations de type environnemental, mais maintenant, au Mexique, l'idée de faire de grands travaux, c'est complètement impopulaire. Il n'y a personne va appuyer ce type d'initiative. Il y a un renforcement de toutes les formes de propriété.
je vais vous proposer la question de la communauté comme source d'exclusion sociale. Et je vais parler d'un cas de Rio, le fleuve Tocons, entre Chili et Bolivie, qui c'est pas un grand fleuve, mais un cas très important dans la jurisprudence chilienne. C'est cette communauté qui fait partie d'un mouvement global, avec tous ces discours on connaît très bien, contre l'appropriation de la nature, avec l'idée que nous appartenons à la nature, par contre, ces populations, ces peuples autochtones, c'est très actif dans ces mouvements, et il y a une entreprise privée qui a des droits sur l'eau du fleuve pour amener l'eau en ville. Une mercantilisation évidente de l'eau qui appartient à la communauté. Et après des années de lutte, il y a une victoire devant la Cour qui fait la dévolution d'une quantité spécifique pour la communauté. Alors, la paradoxe, c'est que le peuple est contre la privatisation, mais la victoire des tribunaux vient sur la forme des propriétés privées. Ils sont déclarés propriétés privées. C'est la forme de défendre le droit. Et je ne vais pas faire un juge de valeur. C'est seulement la paradoxe d'une lutte sociale contre la propriété privée qui gagne à travers la propriété privée. Alors, bon. Pour finir, je voudrais parler un peu de possessionarios comme une forme de participer à la discussion de la géographie du droit qui Marie a proposé. Il y avait la question, après la présentation de Marie, de quelle est l'importance du droit dans un contexte où tout le monde fait n'importe quoi contre la loi. Ce paradoxe est très important, puisque je pense que le droit, même s'il y a un contexte de désobéissance généralisée, désobéissance, est peut-être important. Et la catégorie des possessionarios, comme une catégorie sociale dans l'ejido, c'est une forme de constater ça. Qu'est-ce sont les possessionarios? Ce sont des gens qui ont été tolérés à utiliser une partie de la terre d'un ejido pour un arrangement amicable de gens qui sont pauvres, pour n'importe quoi raison. Ce sont des gens qui la communauté a donné l'opportunité de cultiver un ejido, mais pourquoi ils ne sont pas la catégorie des ejidatarios? Bon, ça dépend de chaque cas. Mais l'intéressant, c'est que la loi donne à l'Assemblée des ejidatarios le privilège de dire qui sont possessionarios et qui peut devenir ejidatarios. Pour moi, c'est étonnant que personne n'a relevé ça. Dans toute la discussion de la réforme néolibérale, je n'ai pas vu quelqu'un, les experts en de droit agraire, je n'ai jamais senti une demande pour ce que si c'est une classification de personnes dans la communauté qui est comme une société estamentale. Comment dire? Bon, on a commencé la réforme agraire mexicaine par un principe de qualité.
Et on a une classification de ejidatarios, avecindados, possessionarios, comme une chose naturelle. Alors, c'est la naturalisation de catégories sociales à travers de la loi qui m'intéresse comme phénomène d'effet social du droit. Qu'est-ce que c'est la possession? La possession, c'est une concept, une notion très importante pour comprendre la propriété, puisque c'est le côté de facto de la propriété. Si on voit le common law, la tradition du droit civil, c'est la même chose. Il y a une tension entre l'idée de propriété comme un droit et l'idée de possession comme la situation de facto. Pour penser quelques problèmes de propriété, on a besoin de faire la distinction entre ceux qui ont un droit et ceux qui ont le contrôle de facto d'une chose. Ça, c'est la possession, c'est une catégorie qui est nécessaire pour décider quand la personne qui a le contrôle de facto a un droit ou pas. Alors, ces catégories se transforment dans un contexte dans lequel il y a la communauté veut maintenir le droit à décider qui appartient ou qui non. Alors, c'est une espèce d'utilisation d'une catégorie pour il y a un problème concret. Le problème, c'est qui sont les ejidatarios. Et la décision de la loi, c'est de donner ces privilèges à l'Assemblée des ejidatarios, pas à un juge. Il n'y a pas un principe d'égalité. Il y a une délégation politique. Alors, la catégorie de possession est utilisée comme un dispositif pour faire ça possible. Je ne suis pas sûr que je m'explique, mais c'est une... je crois que c'est une illustration de la façon dans laquelle les catégories juridiques nous aident à naturaliser les relations d'exclusion. Puisque même la loi dit, on reconnaît la catégorie de possessionnario, mais personne ne se demande quelle est la justification de cette exclusion dans la communauté. Bon, c'est ça. Je m'excuse pour le problème avec mon français, mais j'espère que j'ai exprimé quelques idées. Merci beaucoup, Antonio. Je crois qu'il y a des... bon, c'est un cas qui est extrêmement particulier, mais en même temps, je crois que ça renvoie à plein de questions sur justement ces thèmes de inclusion, exclusion, la reconnaissance, la pluralité des statuts de propriété au sein des communautés et la façon dont ces statuts de propriété renvoient à des statuts de citoyenneté. Il y a cette idée de feuilletage des citoyennetés locales qui peuvent rentrer en contradiction avec le cadre officiel, le cadre légal de la citoyenneté, mais qui font sens et qui opèrent. Et ce qui est fascinant dans le cas des éjidos, c'est que ce feuilletage est d'une certaine façon intégré comme une éventualité légale. C'est-à-dire qu'on a effectivement dans les éjidos la possibilité qui est laissée à un groupe très limité de citoyens qui contrôlent la propriété, finalement de déterminer l'accès à une assemblée qui leur est propre, mais dont on voit qu'elle exerce des prérogatives qui dépassent largement ses compétences légales en termes de gouvernement de certaines ressources. Et je crois que c'est une idée qu'il faut penser, travailler et sur un plan comparatif. Et le deuxième point qui me semble intéressant, c'est la façon dont aussi des évolutions du contexte général
tu as peut-être pas parlé, mais qui pèsent très lourdement dans les dynamiques sociales, vont transformer le contenu de fait à la fois des droits de propriété, des droits de participation locale, des droits de participation politique. Je pense en particulier au contexte de forte migration, comme les Tuxtla sont un exemple, avec un engagement très fort de certaines catégories sociales, de certains groupes d'âge dans la migration, dans la mobilité, des phénomènes afférents de féminisation qui éventuellement vont complètement transformer les rapports sociaux. Et là, on a des différenciations très nettes qui vont se passer d'une localité à l'autre selon la façon de gérer ces recompositions de la société locale en prise avec les transformations de l'environnement. Bon, on va ouvrir un round d'intervention, de questions. Je propose qu'on prenne 3 personnes et puis on poursuivra de façon à rendre le débat un peu dynamique. Qui veut intervenir? Des questions, peut-être commencer par des questions très ponctuelles parce que ça suggère... Non, enfin pas forcément. Donc. Oui, bonjour, je suis Céline Dutilly du CIRAD. J'avais une question sur les aventinados. J'ai compris qu'ils prenaient de plus en plus, ils étaient de plus en plus nombreux dans les eridos. Et dans la mesure où l'erido, c'est plus seulement une entité qui gère la terre, le foncier, mais aussi les services publics et les infrastructures. Et moi, il me semblait que dans certains cas, certains eridos donnaient le droit de vote à certains aventinados à l'Assemblée eridale, et que ça, c'était un choix de certaines communautés ou pas. Et je voulais savoir, est-ce que, de la même manière que les eridatarios définissent qui a le droit ou pas de posséder de la terre, ils peuvent définir collectivement qui a le droit de vote ou pas à l'Assemblée, ou redéfinir, ou re-questionner cette option-là. Et si ça introduit une nouvelle forme de gouvernance et une nouvelle réorganisation de la communauté, étant donné dans ce contexte d'urbanisation rurale et de l'élargissement des fonctions de gestion de l'erido. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, moi, j'ai trouvé très intéressant le résultat finalement de l'Ejido, comment sur 92, les transformations qu'il y a à partir de 92 et le fait que les égidataires finalement ont ce pouvoir qu'on n'attendait pas. Mais justement, je voudrais savoir si, il y a peut-être 2 questions ici. Il y a de certaine manière, quand on crée les égidos, quand les égidos sont créés dans les années 30, tout le système, en fait, le gouvernement n'avait pas peut-être prévu ce qui pourrait se passer plus tard. C'est-à-dire qu'il y a quand même des dynamiques qu'on ne connaît pas d'avance. Et moi, je pense justement parce que je connais un petit peu ce qui s'est passé en Espagne dans les années 30, on a les comunidades de campesinos qui se créent aussi. Finalement, ça n'a pas marché, bien sûr, il y a une guerre civile, et tout ça a disparu, mais on voit bien quand même la loi espagnole de l'année 32, on voit bien qu'ils essayent de créer tout un système de communauté avec des droits et tout ça, et on voit un petit peu, on ne sait pas on ne peut pas dire ce qui va se passer plus tard, mais on peut s'imaginer un petit peu les problèmes que ça peut poser plus tard, un peu comme au Mexique, que, en fait, le Parlement espagnol ne pouvait pas prévoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Espagne, c'était très différent au Mexique, puisque la population rurale aurait commencé à diminuer. Alors, c'est complètement différent. On aurait eu un résultat complètement différent, avec le même système, un résultat complètement différent. Il n'y aurait pas eu de possession, il n'y aurait pas eu le problème de la possession, on n'aurait pas les villages de plus en plus petits. On n'aurait pas eu le problème, les services publics, finalement, c'est les égidataires qui auraient eu tout le contrôle, égidataires, les communautés campesinos. Donc il y a aussi une question qui est un peu différente, qui est importante dans ce cas-là pour l'histoire, c'est aussi justement la croissance démographique. La croissance démographique au Mexique est énorme, les migrations aussi, ça change énormément. Donc finalement, on a un problème juridique, mais du moment où les égidataires ont un pouvoir, ont un droit,
à ce droit-là, ils vont quand même résister. Je ne sais pas s'il y a des questions de résistance, de conflit, mais ils vont résister. Ils vont pas perdre ça quand même. C'est-à-dire, c'est peut-être pas juste, bien sûr, c'est pas égalitaire, mais on a ce droit et c'est pour toujours. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi ils vont renoncer à ça. Donc, c'est dynamique que vraiment on ne connaît pas. Mais c'est très intéressant et fascinant de voir justement comment ces dynamiques se créent de cette manière. Oui. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'exposé. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Ça ouvrait plein de pistes, en fait, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je voulais revenir peut-être sur un terme qui était employé dans le titre, mais qui n'a pas vraiment réémergé, celui de souveraineté. Et je me disais que finalement, ce qui est décrit là, sur la notion des rideaux et sur ces transformations contemporaines, ça renvoie quand même à une forme assez paradoxale on va dire, de souveraineté interne, mais pas au sens habituel qu'on entend beaucoup actuellement, une souveraineté basée sur une notion d'autochtonie, par exemple, dans les pays où la question autochtone est forte. Elle existe au Mexique, mais ce n'était pas ce que vous décriviez. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a une forme de souveraineté qui se déclare dans la façon de catégoriser justement les individus qui sont membres ou pas membres, de naturaliser ces classifications. Et en même temps, c'est une souveraineté qui se branche directement aussi sur les services de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas une souveraineté séparatiste en quelque sorte. Et je me demandais comment on pouvait réfléchir à cette question-là, c'est-à-dire réintroduire cette notion de souveraineté dans un contexte où c'est pas la question de l'autochtonie en quelque sorte qui est là, mais c'est plutôt, on pourrait dire, c'est une façon de construire l'État et la nation sur une base communautaire. En fait, ce serait un peu ça en creux, quoi, le projet des Eridos, par exemple face à l'autorité municipale qui est considérée comme non légitime, comme induisant de la privatisation, ce qui est très, très paradoxal aussi. Donc voilà, cette notion de souveraineté, je ne sais pas très bien comment elle peut s'articuler dans ce contexte, mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là. Oui, je vais commencer pour le dernier. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup de cette idée d'être entre la souveraineté et la propriété privée, mais je crois que c'est évident que pour l'idée libérale de l'État, il y a seulement deux modes légitimes de contrôle territorial, de l'État ou de privé. Et cette dichotomie domine la pensée et il est difficile d'accepter, du point de vue du libéralisme, l'existence d'une troisième forme. Ce que je veux dire, est qu'il n'y a pas une troisième secteur avec de claires caractéristiques, une infinité d'arrangements de contrôle territorial. Au Mexique, il y a toute une confrontation entre la pensée libérale, qui est contre toute forme de propriété communale, et un mouvement communaliste qui se débat entre les ejidos, qui sont le produit de l'État, de procédé étatique, et la nouvelle revendication indigène. Il y a beaucoup de conflits entre deux groupes qui revendiquent la condition indigène contre les ejidos. Alors, mais ils ne sont pas deux mondes complètement séparés, puisque quelquefois les indigènes sont aussi ejidatarios. Alors, ce que je veux dire, qu'entre le contrôle territorial de l'État et le contrôle territorial du privé, il y a tout un monde qui est complexe et qu'il faut avoir la curiosité de comprendre avant de acheter côté comment le bon côté. Alors, c'est vrai que au moment d'écrire la loi, c'est impossible de prévoir les conséquences. Et à ce moment, au Mexique, et je crois qu'en Amérique latine en général, il y a
une idée de la centralité du droit qui vient de la transition démocratique. Non? Si on voit la discussion en sciences sociales, il y a 30 ans, le droit n'était pas important. Pour les sociologues, pour les politologues, le droit était une expression de relation de pouvoir. Il y avait deux types de réductionnisme de droit. Le droit, c'est une expression de l'économie, ou le droit, c'est une expression de la politique. Il n'y a pas des choses intéressantes à voir au système juridique. Maintenant, c'est le contraire, et c'est pire, puisqu'il y a une idéalisation du droit. L'idée d'état de droit, l'idée qu'on va réguler la société depuis la loi, c'est une chose très très forte. Alors, je trouve que c'est 100%, c'est ce que vous dites, puisque au moment d'écrire la loi de réforme agraire, il était impossible de prévenir l'urbanisation de la société. Au moment de la Révolution mexicaine, il était une société agraire, 80% de la population habitait à la campagne. Et ils sont pensés un pays agraire. Il y avait l'urbanisation est une transformation qui était difficile à prévoir. Et alors, ce que je veux dire, c'est que pour les historiens de droit, d'avoir ces sensibilités de reconnaître des processus démographiques, de transformation géographique. Bon, le législateur, c'est pas Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a, si on veut reconstruire l'histoire, c'est pas question de voir si la loi... l'histoire, c'est pas question de voir si la loi était bien ou pas. Ça m'écoute m'exprimer ça. Et alors, oui, les signataires sont l'option de décider quel type d'arrangement. C'est pour ça que je dis qu'en général, il y a une exclusion de l'éjido au regard des autres acteurs, mais il y a aussi des cas dans lesquels les avecindados sont incorporés. C'est pour ça que c'est important de constater ce que j'ai vu dans ces villages, que le comité informel que les gens organisent pour l'eau, il y a des avecindados qui participent. Ça veut dire que la forme juridique n'a pas une force intrinsèque pour déterminer un résultat social. C'est toujours les relations sociales qui utilisent la loi comme un répertoire. Mais quelquefois, c'est tellement... Le pouvoir des catégories est tellement fort qu'il y a un effet de naturalisation de l'exclusion avec les catégories. Je voudrais juste discuter un petit peu cette conception en termes de naturalisation de l'exclusion. Finalement, l'éjido, c'est un collectif qui, à un moment donné, se retrouve doté de certaines ressources et de certaines règles qui correspondent à la gestion de ces ressources. Et du coup, quand on dit, avec cette question du concept de possessionarios, la naturalisation de l'exclusion, l'alternative, ça serait quoi? Ça serait considérer l'éjido comme une institution en accès libre, ou bien ce serait considérer que c'est au juge de définir qui peut être ou pas possessionnario. Et je me demandais s'il ne fallait pas plutôt lire
en 92 cette apparition des possessionarios plutôt comme un pragmatisme du législateur. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la catégorie, elle existait déjà. Je veux dire, des usagers non ejidatarios dans les ejidos, il y en avait déjà. Et donc, est-ce que, quelque part, ce n'est pas plutôt une forme de pragmatisme du législateur? Enfin, donc, il y a deux composantes dans mon commentaire-question. C'est l'aspect exclusion quid de l'alternative à ce moment-là, et puis position du législateur. Si je peux réagir, c'est précisément ça. J'imagine les gens qui écrivent ces lois avec le dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire avec les possessionarios? Laisser que la communauté décide. Peut-être que c'est la sagesse politique de vieux partis révolutionnaires, non? De ne pas faire, puisque c'est un problème. Mais au fond, il y a la question de reconnaître que l'éjido est une forme de propriété privée. Et quand je dis ça au Mexique, tout le monde se met nerveux, puisque on a la trilogie de propriété publique, propriété privée et propriété sociale. On n'aime pas au Mexique accepter que l'éjido c'est une forme de propriété privée. Mais c'est évident. Toute forme de propriété communale devient privée. Dans quel sens? C'est parti de la définition. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir accès à la propriété. S'il y a une dépopulation, c'est le commun, tout le monde est heureux, mais qu'est-ce qui passe? S'il y a des croissance de la population, il y a des pressions, il y a des demandes. Moi, je n'ai pas de problème avec l'idée que l'éjido a sa propriété. J'ai des problèmes avec le contrôle de l'éjido sur les services publics. Ça, c'est une autre chose. Non? Mais il y a une difficulté pour reconnaître que l'éjido, c'est une propriété privée. Quand je dis ça, puisque il y a quelque chose de sacré autour de l'éjido. Je crois que l'inaliénabilité, c'est un vínculo sagrado, comme on dit, un lien sacré entre le paysan et la nation. Alors, quand l'inaliénabilité est terminée, ce lien sacré s'est rompu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens voient ces libéralisations comme une profanation. Moi, je voulais un peu rebondir sur ce que disait Pierre-Yves sur cette idée de souveraineté interne et comment on a des processus comme ça de revendication de souveraineté qui sont complètement prises avec les transformations de l'État et des services qui sont proposés par l'État. On a une situation paradoxale de promotion de la citoyenneté et des droits individuels qui se fait de façon généralisée dans tous les pays. Et en même temps, ça se produit dans un cadre d'affaiblissement de l'État, des instances étatiques, à travers les processus de décentralisation et de démocratisation. J'ai l'impression que ça conduit à des logiques de feuilletage, de fragmentation des droits politiques. Et je me demande si il n'y a pas des parallélismes, des comparaisons qui seraient possibles entre le cas des éjidos mexicains et, par exemple, les structures de projets en Afrique, où à travers la mise en œuvre d'instances de contrôle sur certaines ressources, sur certains projets, finalement, on a ces instances, elles opèrent comme des révélateurs de logique justement de feuilletage et de fragmentation des droits. Je pense à la façon dont au Mexique, par exemple, toute cette mise en œuvre de services publics
qui se joue de façon extrêmement concurrentielle entre des localités. Les municipalités ont des enveloppes d'un montant déterminé pour les dotations de services publics aux localités rurales, et l'allocation de ces ressources, elle correspond d'une certaine façon à la capacité de ces organisations locales à proposer des mécanismes de participation. Alors ça peut être de la participation au travail, ça peut être la participation financière, c'est un peu comme dans le cas des structures de projet en Afrique, et finalement tout se joue autour de la façon dont des instances locales vont être capables de construire de l'action collective pour faire valoir leur capacité de participation, et donc vont attirer un plus grand nombre de projets. Mais cette capacité de l'action collective, elle est évidemment tributaire, dépendante de structures de gouvernance locale qui vont se montrer plus ou moins efficaces. Et là, l'Ejido a des atouts dans sa manche, parce que c'était la seule instance capable et légitime pour créer justement des mécanismes d'action collective qui reposent sur la discrimination et le feuilletage des catégories de citoyenneté. Et du coup, on légitime ces conceptions locales de la citoyenneté à travers des mécanismes d'accès à des ressources publiques qui sont concurrentiels et que l'on veut démocratiques. Enfin, je pense qu'il y a des situations paradoxales qui mettent en question des projets qui sont pensés comme universalistes, mais qui finalement, à travers la décentralisation, atterrissent sur des structures de pouvoir locales qui sont extrêmement diverses et parfois discriminatoires dans l'accès aux ressources. Je trouvais qu'Éric avait une manière bien compliquée d'expliquer les choses, mais je pense que je propose une explication un peu plus simple. Il me semble que l'Ejido, pour se maintenir d'une certaine manière, est passé d'une ressource à l'autre, c'est-à-dire de la terre à l'eau, que vous décrivez. Enfin, peut-être que j'enfonce les portes ouvertes en disant ça comme ça. Des ressources donc de la terre à l'eau, parce que d'une certaine manière, ce que vous expliquez, c'est qu'à partir du moment où, en 92, la terre devient aliénable, de fait, la différence que constitue la communauté disparaît. Donc cette différence est reconstituée sur l'eau, en disant effectivement que nous, on fait quelque chose que les autres ne font pas, on ne privatise pas l'eau. Et donc on retrouve quelque part une différence avec d'autres systèmes. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cette manière de... Oui, je pense que, en fait, il faut voir la terre et l'eau comme ensemble. Si on a une vision territoriale et pas sectorielle, on peut voir que la question de l'eau, dans cette recherche de l'année dernière, ce que je constate, c'est que l'accès à l'eau dépend de la propriété de la terre. Ce qui contrôle la terre où est la source, contrôle l'accès à l'eau. Alors, ce n'est pas la terre ou l'eau, c'est le territoire, comme ensemble. Mon hypothèse dans ces petites recherches, c'est que le besoin d'avoir accès à l'eau, à la source, c'est un élément qui fortalece, qui renforce la propriété de la terre. Parce que ceux qui ont la terre, on contrôle l'eau. Bon, ça dépend de la faiblesse de l'autorité publique. Puisque la loi dit que l'eau, c'est propriété nationale, et il y a une bureaucratie qui fait la distribution de l'eau. Mais en fait, dans une région comme ça, l'autorité de l'eau est complètement absente. C'est ceux qui contrôlent la terre, ceux qui contrôlent aussi l'eau. Alors, mon idée, c'est que... Ce qui fait la différence avec les autres services publics. Parce que vous dites que finalement, c'est l'eau qui constitue le nœud stratégique un peu de tout ça. L'éducation, la santé, on n'a pas les mêmes enjeux au fond. Oui, bien. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais... Ça va beaucoup plus loin que ça. Concrètement, avec la réforme de 92, Antonio l'a dit, les terrains lotis où habitent les gens ont changé de statut, ont intégré le cadastre de la propriété privée qui est géré par la municipalité.
autour de la question de l'attraction de nouveaux services et de nouvelles dotations, type dispensaires, lycées, épiceries, centres de téléphonie, etc. Donc on est sur des dotations qui sont concurrentielles. Il faut proposer un cofinancement au niveau communautaire. Dans certains éjidos, ce qu'on voit, c'est que ces lots urbains qui font l'objet de beaucoup de transactions parce que c'est une zone de migration et que les migrants essayent d'acheter des lots à bâtir pour construire leur maison, ils sont fiscalisés par les éjidos de façon complètement illégale, 5% du montant, et personne s'y oppose. Parce que l'argument que fait valoir l'éjido sur cette fiscalité, c'est que cet impôt vient intégrer des fonds bancaires qui sont présentés aux autorités municipales comme participation au projet de dotation pour attirer ces nouveaux services, pour être plus concurrentiel sur ce marché de l'attraction des services. Et du coup, on a des formules complètement illégales de fiscalité qui se mettent en place, qui sont complètement légitimes et qui concernent des ressources qui sont sorties légalement de l'orbite de compétences des éjidos. L'eau, on comprend très bien comment ça fonctionne parce que l'eau, c'est encore sur des terrains des ejidatarios. Mais là, on a des systèmes de fiscalité qui se mettent en place sur des terrains qui ne sont pas des ejidatarios, qui sont des avecindados et qui pourtant font l'objet d'un espèce de consensus pour que des fiscalités parallèles se mettent en place. Et ça existe sur d'autres biens. Je voudrais revenir encore au problème de l'exclusion. Mais justement, j'étais en train de penser un peu ce qui se passait enfin l'origine un peu de tout ça. Justement, je viens de penser qu'en Espagne, par exemple, même les comunidades campesinas ressemblent beaucoup plus à l'ejido. Alors, c'est une création, c'est vrai, légale, mais il y a une tradition aussi au XIXe siècle. C'est-à-dire, à la fin du XIXe siècle, il y a eu une réforme administrative en Espagne qui fait que les communes n'ont plus le droit à avoir des assemblées de voisinage. Comment on pourrait dire ça, des assemblées des résidents, ouais. Et c'est disons qu'il crée une administration municipale avec un secrétaire, un maire, qui est choisi par toute la population et qui finalement dépend de l'État, bien sûr. Il y a une relation avec l'État, avec la province d'abord et avec l'État. Et ce qui est intéressant ici, au début, bien sûr, la population locale dans les régions où il y a beaucoup de communaux, justement, ils essayent de s'opposer à ça parce qu'en fait, ils aimeraient bien contrôler les communaux à leur manière. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est pendant 50 ans, au moins 60 ans, dans les régions surtout montagneuses, ils conservent illégalement, informellement, cette tradition de se réunir comme ça. Et c'est eux qui décident qui peut avoir accès ou non aux communaux. C'est-à-dire les gens qui viennent de dehors, qui se marient par exemple avec des gens qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas le droit au début, ils doivent s'intégrer et on peut ne pas s'intégrer. Alors quand il y a des problèmes de croissance démographique importante, et c'est là où on a les problèmes, on a les exclusions, il y a des conflits. Dans les années 20, dans les années 30, il y a des conflits entre ceux qui sont à l'intérieur, qui sont dedans et qui sont dehors. Et il n'y a pas d'éjido. C'est-à-dire c'est tout simplement la tradition municipale, quand il y a une croissance démographique et quand il y a des communaux qui sont importants, bien sûr. Quand il n'y a pas de communaux, il n'y a pas de problème. Mais quand on a des communaux, ça c'est problème. Quand il y a des migrations aussi, il y a des problèmes. Donc ce n'est même pas une question c'est même pas un problème des années 20-30, création, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Et même si on crée des institutions, donc la question de quel type d'institution on peut créer pour éviter ça, même l'institution, même la commune, qui est une institution en fait ouverte, quand il y a des communaux, elle n'est plus ouverte. Au moins en Espagne, ça ne marche pas comme ça. Très rapidement, les villageois essayent de garder quand même un certain droit. Alors ils établissent exactement de quelle manière, et c'est eux qui établissent le droit d'accès, bien sûr, aux autres. Et c'est eux qui l'établissent, entre eux, ils établissent ça. C'est très démocratique, mais en même temps, il y a de l'exclusion aussi. C'est un peu dans le même genre, dans la même idée. C'est intéressant, puisque j'aurais l'hypothèse de... si on voit l'histoire de la formation de l'État, avec ce que vous dites, au Mexique, l'ejido, c'est au centre de l'État du XXe siècle. Alors, en Espagne, ces communautés sont marginaux à l'État. Alors,
c'est une autre chose. Quelle est la relation entre l'histoire de la propriété et l'histoire de l'État, qui sont les mêmes choses? Je pense beaucoup, quand tu parlais, à Paolo Grossi. La résistance des juristes locaux au code civil de... comment s'appelle le livre Un altro modo di possedere. Non, l'idée de maintenir des formes de propriété communaux en face de la codification civile qui veut arraser toutes ces formes de propriété. C'est pareil que ces formes communaux sont marginales à l'État, tandis qu'au Mexique, le ejido, c'est le centre de l'État, c'est le centre de la relation entre une bureaucratie centrale, le président de la République, et les communautés à niveau de l'ensemble du territoire. Juste une dernière réflexion, c'est curieux parce que d'une certaine façon, on revient dans ces cas-là à la vision de l'illustration de la citoyenneté, c'est-à-dire que les citoyens, c'est ceux qui sont propriétaires. L'idée, l'idée de l'illustration des philosophes des Lumières, c'était vraiment ouvrir l'accès à la propriété au plus grand nombre pour en faire des citoyens, mais en pensant la citoyenneté de façon très fortement associée à l'accès à la propriété. Et finalement, dans les échidos, ce que tu décris, c'est ça, quoi. C'est que on reste sur un modèle de citoyenneté qui est lié à la propriété. Oui. Mais une propriété qui est définie en interne. Ça n'était pas l'idée. Non. Non, parce que dans la mentalité constitutionnelle, la réforme agraire, c'était une chose d'accès à la terre. La citoyenneté, c'est une question autour du municipio, la participation politique. Il n'y avait pas de relation dans le projet constitutionnel, mais c'est vrai qu'il faut penser. On pense que l'idée de la citoyenneté a dépassé l'idée de la propriété. Mais et dans les conceptions locales,